Bonjour à tous et bienvenue. Je ne comptais pas originellement aborder ce sujet. Néanmoins, lorsqu'on enregistre une personne à son insu, non, ce n'est juste pas tolérable. Il est temps d'évoquer ce complément d'enquête autour de Nasser El-Khelaifi. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'imagine quand même que vous en avez entendu parler ou que vous avez lu des articles à ce sujet puisqu'il y a eu un tintamarre médiatique presque digne des Rolling Stones. L'instigateur de ce projet, Fabien Touati, a été reçu dans différents médias, quotidiens, RMC. Oui, un brouhaha presque inédit avant même la publication du dit documentaire. Ça, sans compter qu'il ait vu beaucoup de teasing et donc suscitant une attente légitime puisque l'un des teasings, ça a été cette publication assez incroyable de cette vidéo du 14 juillet dernier, cette réunion entre les différents présidents à la LFP, ses passes d'armes et les interventions donc de Nasser El-Khelaifi. Elle avait été publiée lors d'un journal télévisé de France Télé et elle faisait suite à la publication le matin même du verbatim dans l'équipe. Et donc avec tout le teasing, tout le bruit qu'il y a eu, ça a généré des attentes démesurées. Et comme vous le savez, plus il y a de teasing, plus il y a d'attentes, plus il y a le risque également d'être déçu. Alors chacun ensuite se fera juge vis-à-vis du documentaire, ce n'est pas le but du propos. D'un point de vue général, c'est un sujet très épineux, très difficile, parce que avoir des gens face caméra qui parlent de Nasser El-Khelaifi, soit en bien ou pour critiquer certaines choses, c'est très compliqué. Il y a une véritable paranoïa autour de tout ça, des pressions, et donc pas grand monde ne veut réellement s'aventurer dans cet exercice. Donc déjà, c'est très difficile. Ensuite, c'est un 52 minutes, donc ça implique aussi de faire des choix, parce que tu ne peux pas parler de tout, donc forcément, il y aura des gens qui vont dire « Ah, on n'a pas appris grand-chose ». Je rappelle que ce n'est pas non plus la même cible et que le monde ne s'arrête pas à Twitter et non plus aux vidéos folkloriques que vous pouvez suivre sur la chaîne. Parce que j'imagine, j'ai reçu beaucoup de messages « Ah, mais Romain, t'avais déjà des choses ?» Oui. Pour ceux que ça intéresse, on rentre dans les détails, alors sans moyens techniques, avec beaucoup de folklore. J'ai fait notamment une vidéo complète avec plein de documents sur toute la compromission, on va dire, au minimum politique, parfois de certains corps constitués et autres. Donc elle est ici, ça parle de tout ça, il n'y a pas de problème, de Darmanin, de Dati, de tout ce que vous voulez. Ok. Le but, c'est que là, c'est de médiatiser cela pour un plus grand nombre avec d'autres sujets. Et la question, c'est où tu commences, où tu termines. Et ça, c'est peut-être l'un des premières critiques qu'on peut faire à ce documentaire, c'est que globalement c'est assez fouillis. C'est-à-dire qu'on a commencé avec une biographie de Nasser et ensuite on va faire des interventions qui ne servent pas réellement le propos. Je veux dire, l'ancien agent de Neymar, qu'est-ce qu'il apporte réellement si le sujet c'est Nasser? À un moment donné, vous allez parler des droits TV, de la Ligue, alors ok, c'est intéressant le conflit d'intérêts, et ça termine sur l'ancien majordome de Nasser, Hicham Karmoussi, avec des allégations donc assez graves, on parle tentative de kidnapping et autres. Au milieu, tu as cette énorme passage sur l'armée numérique. Était-ce vraiment nécessaire d'en faire autant? Parce que Mediapart, principalement, avait publié énormément de choses à ce sujet. Et puis, comme je l'avais dit, avec quelques documents, honnêtement, ça cassait pas trois pattes à un canard. Il y a beaucoup de gens dans l'univers footballistique qui font cela. Alors, je dis pas que c'est bien. On voit même dans un procès verbal que, par exemple, depuis 2018, j'étais sous attaque. Donc, en effet, c'est pas bien. Mais, je veux dire, c'était pas le sujet principal. Donc, le problème, c'est qu'à un moment donné, tu t'y perds peut-être un petit peu. Mais ça va être utile pour beaucoup de gens. Et surtout, c'est toujours important de médiatiser les dessous du football. D'un point de vue général encore, il y a quand même une énorme mise en avant des différents journalistes. Alors bon, c'est un choix. J'estime en tout cas que normalement quand tu fais ce genre de documentaire-là, tu es au service de l'information et que ce n'est pas toi l'information, mais soit. Puis surtout, il y a des mises en scène, alors qu'on a surjoué, je trouve. Je veux dire, la personne de l'armée numérique avec la cagoule et tout le reste, quand j'ai entendu, enfin, je veux dire, j'en rigole parce que moi je les connais les mecs. Donc je sais très bien que ça a été surjoué. Alors ouais, je sais que certains ont des soucis, etc. en Tunisie. Mais déjà, ils vous ont parlé, notamment pour parler de l'ancien mec qui gérait ça, Lotfi Ben Hadj, comment il arrive, etc. Par l'entourage de Nasser, Jamel Bourras, tout ça. Bon, ça, on n'en parle pas trop. Mais même eux étaient surpris de la place que ça prend. Donc ça, pas tellement compris le choix. Et donc, vu que l'armée numérique prend une telle place, derrière Véronique Rabiot en choix fauteuil, alors comme je vous dis, c'est peut-être difficile de trouver des gens pour parler face caméra, je comprends. C'était peut-être pas non plus le bon choix avec le timing. Et puis surtout, au final, son passage qui est légitime, on peut comprendre, en fait, il est trop long. Parce qu'au final, tu tournes un petit peu en boucle à ce sujet-là. Donc les visations dramatiques, pareil pour le majordome et tout, on a essayé d'accentuer la dramaturgie. Alors je peux comprendre, néanmoins, je trouve que c'est too much. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre sujet sur les méthodes et un petit peu les dessous, parce que malgré moi, j'ai eu accès à ça, parce que fin septembre ou octobre dernier, j'ai un doute, Fabien Touati me rend visite. Alors je savais qu'il avait entamé son travail d'STT, parce qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient été contactées, qui avaient connu Nasser El-Khelaifi, qui m'avaient demandé mon avis, est-ce que tu penses qu'il faut lui parler, etc. Et je vais le dire, encore une fois, Fabien Touati, c'est un énorme bosseur, il était prêt à écouter tout le monde, il n'a pas compté ses heures, il a fait des choses très intéressantes auparavant, notamment dans les abus sur mineurs et tout. Donc honnêtement, énormément de respect pour tout ce qu'il a accompli à ce sujet-là. Donc ensuite, Fabien Touati me contacte et il arrive donc fin septembre, début octobre, j'ai un doute. Sauf que ma mère actuellement était en vacances à l'époque, ici avec le magnifique chien Gribouille bien évidemment.
Donc bon, je sais que des fois je mets un peu de temps à répondre parce que je suis assailli de dossiers à travers le monde. On se voit, je crois, un dimanche soir. Donc on va manger ensemble. Bon, petit détail, mais il a eu l'inélégance de ne pas inviter ma mère, ce que j'ai trouvé quand même petite chose, mais quand même ça voulait signifier beaucoup. Bon bref, c'est pas grave. Je parle pendant des heures et des heures et il me demande plein de choses. Donc on évoque ce que j'imagine, pour moi, les vrais sujets, notamment l'augmentation des droits TV. Pourquoi Nasser El Khelaifi paye, si quelque chose vaut 100, pourquoi il le fait payer 200 à son pays? Et pourquoi il y a une société au milieu? Ce qui est le cœur de tout ce que j'ai décrit depuis très longtemps. C'est à un moment donné, l'émir ferait qu'il demande des comptes aux gens qu'il a employés, voir si l'argent a bien été utilisé ou s'il a été utilisé pour d'autres fins. C'est toujours été mon angle principal à ce sujet-là, plus l'entourage, plus tout le reste. Donc on parle longuement et ma mère en rentrant, elle me dit, mais donc il t'a passé de la pommade, hein, parce que c'était didou, didou, didou. Genre ce que tu fais, non, ok. Le lendemain, il me redemande avant son avion, est-ce que on peut se revoir et tout. Donc je rechange les plans pour ma mère, etc. Alors, le seul qui était content, c'était le chien gribouille, hein, parce que croyez-moi, le passé au Maritimo, il s'est bien promené. Donc je revois Fabien Toiti pendant plusieurs heures, etc. On parle bien de plein de choses. Je lui donne déjà quelques contacts. Il me demande si je peux intervenir auprès de certaines personnes afin que celles-ci puissent lui parler, ce que je vais faire. Et donc il me dit, vois avec la production et en gros que je puisse l'accompagner à ce sujet-là. Or, j'avais déjà une expérience dans le documentaire, elle n'est pas énorme. Néanmoins, avec BBC Africa, donc on va dire un peu le service africain de la BBC, on avait réalisé un documentaire sur les abus de masse dans le football gabonais, ce qui faisait suite en fait à nos enquêtes dans le Guardian, qui avait d'ailleurs abouti à plusieurs arrestations, emprisonnements, et l'un des coachs d'ailleurs qui a été banni il n'y a pas longtemps à vie d'activité footballistique par la FIFA, Capello, pour abus sur mineurs. C'était simplement la 4e fois que la FIFA prenait une telle décision. Donc j'avais fixé les entretiens, j'avais arrangé cela, je m'étais débrouillé pour que les témoignages, les bandes audio elles arrivent et tout. Je vous laisse, c'est en anglais et en français pour ceux que ça intéresse. Et j'avais eu une autre expérience avec le service africain de la BBC. Alors ça a été infructueux pour le moment, on n'a pas réussi à aller au bout. Mais malgré ça, c'était des recherches encore sur des domaines d'abus dans le sport. Et ben, j'avais été payé 900 € pour à peu près 15 jours. Ce qui te paye en pente, ça faisait à peu près 900 €. Donc je voyais un peu les tarifs et tout ça. Et pour ceux qui me connaissent, la cause, elle apportera toujours plus. Donc la production m'appelle et là ils me font une offre. Ils me disent, bon bah voilà, on pense à 1000 €. Sachant qu'on est en octobre, hein, je crois. Vous avez vu la date de publication. Alors j'ai rigolé, j'ai dit, bon, tout respect, je pense quand même que j'ai expliqué ce que j'ai fait pour la BBC Africa, le service public français. Et là on me dit, non, mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes montants. Alors je dis donc, le service public français a moins d'argent que le service africain de la BBC? Ah oui, mais machin, finalement 2000 €. Donc déjà, il n'y avait pas d'argent, mais on double. Bon, bref. Donc on va être sérieux 2 minutes. C'est de l'argent, 1000 ou 2000 €, c'est énorme, hein, surtout vu tous les procès que j'ai, ça m'aurait fait du bien. Mais si j'accepte 1000 ou 2000 € pour 4 à 5 mois, c'est-à-dire que je ne vaux même pas 400 € par mois. C'est-à-dire que vraiment, mon travail, il est bidon, en fait. Je vais arrêter, je vais retourner sur les marchés avec ma mère et le chien gribouille, ce sera bien mieux. Donc, je ne peux pas accepter ça. Après, elle me rappelle, ouais, peut-être 2000 maintenant, puis peut-être 2000 plus tard. Enfin, après, soi-disant, oui, j'aurais dû les rappeler. Mais je ne vais pas mendier la pierre, en fait. Et là, je me dis, mais c'est pas possible en termes de méthode, parce que c'est pas simplement fixer des entretiens. Il y a aussi des documents, comme vous allez le voir après. Il y a aussi tout le travail psychologique, quoi demander, les angles, tout. Enfin, je veux dire, c'est de l'accompagnement. C'est pas moi qui suis le responsable, mais je suis là pour aider. Mais si, sur le service africain de la BBC, 15 jours, c'est 900 €, vous voyez à peu près l'idée. Moi, mon idée, c'était de me dire, après 4 ou 5 000, après 1000 € par mois, donc même pas un SMIC. Je pense pas que c'était trop demandé. Bon, ok, pas de souci, ça se fait pas. Et puis là, il y a des choses qui me reviennent aux oreilles pour vous montrer, parce que là, ça m'est quand même fortement déplu. C'est-à-dire que Fabien Toiti continue, il interroge tout le monde, c'est très bien. Encore une fois, très gros bosseur, bravo à lui. Bon, par contre, passer de la pommade aux gens tout le temps, je m'étais dit, bon, parce que je suis pas non plus complètement stupide. Et donc quand il commence à dire aux gens, ouais, mais il se pavane, je sais pas quoi. Alors là, je n'étais plus le mec à qui on passait la pommade. Hein. Il a pas grand-chose, etc. Alors qu'il les a vus, les documents. Hein. Et devant ma mère en plus, hein, donc devant témoin. Puis c'est marrant parce qu'il a dit ça à une personne qui m'estime, qui lui a dit, non mais attends, Romain, moi je le... Oh non mais t'inquiète pas, je vais pas dire ça, j'adore ce qu'il fait et tout. Donc là, à partir de là, quand j'ai entendu ça, j'ai compris le double jeu et ça m'avait franchement dérangé. Et en parlant de double jeu, parce que faut quand même pas qu'ils oublient ces gens-là. Il y a des gens qui ne voulaient pas leur parler, en off ou en on. C'est moi qui ai permis ça. Et moi comme un imbécile, parce que c'est moi l'imbécile hein, dans l'histoire. Hein. C'est pas lui, surtout pas lui, qui a fait un gros boulot sur plein de choses, ni la prod, ni... Non, non. Prod qui est extérieure d'ailleurs à France Télé, c'est une prod externe. Je veux dire, l'imbécile, c'est moi. Le candide et le naïf, c'est moi l'imbécile. Parce que je fais ça sans contrat, donc ça m'apprendra aussi. Par contre, ce qui est plus gênant, c'est lorsqu'on enregistre une personne à son insu, mais qu'on lui dit, là, le jour de la publication, ah, au fait, il y aura un passage de toi, etc., je sais pas trop quoi et tout. En fait, on avait enregistré, alors que c'était pas prévu. Alors je comprends pourquoi certaines personnes ont décommandé aussi. Il y en a d'autres qui ont été échaudés. Il y a même des dirigeants du football français qui m'ont appelé parce qu'ils n'avaient absolument pas confiance. Et quelque part, c'est triste à dire, mais je comprends.
Maintenant, on va parler un peu de la plus-value qui aurait potentiellement pu être apportée à ce documentaire. Parce qu'il a des choses très intéressantes, encore une fois, il a un super matériel. Mais est-ce que ce matériel est pleinement exploité? Prenez la vidéo des présidents. Elle est très intéressante et c'est l'une des très grosses révélations, super. Sauf que ça ne répond pas à une question majeure. Pourquoi autant de soumission vis-à-vis du président du Paris Saint-Germain, Nasser El-Khelaifi, de ses confrères? Et ça, cette question, en fait, elle parle même de l'impunité générale ressentie par le président du Paris Saint-Germain et on pourrait même aller plus loin vis-à-vis du Qatar en France. Et ça, il y a une compromission politique, compromission parfois de certains systèmes, on va dire, policiers ou autres, voire toutes les affaires juridiques actuelles qu'on a qui impliquent des gens, des corps constitués contre certains échanges, encore une fois à la justice de trancher tout cela, et également au niveau sportif. Et c'est là en fait on pourrait éclairer davantage, c'est qu'avant même d'être président du Paris Saint-Germain, avant même que le Qatar ne rachète le Paris Saint-Germain, Nasser El-Khelaifi a fait un rendez-vous à la Ligue de football professionnel pour racheter les droits du football français dans le monde arabe. Et il n'est pas tellement bien reçu, c'est-à-dire qu'en privé, les présidents, ils ont multiplié les stéréotypes racistes, les clichés, etc. Certains disaient oui, c'est qui lui, c'est qui ce guignol, et d'autres oui, on va essayer de lui faire payer plus. Et puis il y a un homme qui va mettre tout le monde d'accord. Cet homme dans la salle, c'est Olivier Sadran, le président à l'époque de Toulouse, qui va dire moi je connais les gens du Moyen-Orient, je travaille avec eux, etc. Faut surtout pas faire ça, faut accepter l'offre et tout. C'est lui qui va faire le lobbying pendant 5 minutes et qui va quelque part convaincre tous ses confrères d'accepter l'offre de Nasser El-Khelaifi. Donc finalement, on va signer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on verra qu'ensuite, Olivier Sadran va créer une entreprise avec Nasser El-Khelaifi directement. Je crois qu'on est en 2013. Et cette entreprise, elle va être florissante et même ailleurs. C'est-à-dire que Nasser El-Khelaifi et Olivier Sadran vont intégrer les instances de la Ligue ensemble et vont également avoir d'autres business. On se rappelle toutes les opérations de transfert entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. Les prêts de jeunes parisiens, Chantôme, Hudson-Edouard, Rabiot. Le prêt qui s'est transformé en transfert de Serge Aurier de Toulouse à Paris, alors que des offres anglaises étaient bien supérieures à l'offre parisienne. Et puis ensuite, on va rappeler que le catering du PSG, c'est Olivier Sadran qui a récupéré. Pareil pour Qatar Airways. Donc on se rend compte de liens très profonds avec l'ancien patron de Toulouse. Est-ce que ces liens, est-ce que cette société avait même d'ailleurs été déclarée et portée à la connaissance de tous? Et dans le même temps, on peut voir les liens avec d'autres dirigeants du football français. Alors la famille Nicolas, aujourd'hui, le fils dit que non, qu'il n'avait pas récupéré le contrat des déchets au Qatar, etc. Sachant qu'il y avait eu beaucoup d'autres entretiens entre Nasser El-Khelaifi et les gens autour pour du sponsoring. On se rappelle de Guingamp à l'époque, on se rappelle de Caen. C'est-à-dire que ces équipes-là voulaient du sponsoring lié au Qatar. Et donc à un moment donné, c'est toute cette compromission-là et c'est comme ça qu'on explique en fait aussi la soumission de ces présidents-là. C'est-à-dire que si on remonte, on va bien voir qu'il y a des intérêts parfois commerciaux directement avec le président du Paris Saint-Germain ou avec le Qatar ou des intérêts directs à travers du transfert au niveau économique qui explique évidemment un certain silence vis-à-vis de certains agissements. Ensuite, l'autre moment fort, c'est bien évidemment le témoignage de l'ancien majordome de Nasser El-Khelaifi, Hicham Karmoussi. Alors nous, on en avait parlé longuement, mais en fait là, c'est assez flou parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'il faisait. Ça veut dire quoi, majordome? On rappelle qu'il vivait carrément chez Nasser, il l'accompagnait tout le temps. Mais à la base, c'était son professeur de tennis qui avait un partenariat entre la Fédération royale marocaine et qatari. Il avait même entraîné à l'époque celui qui deviendra l'émir du Qatar. Donc ils se connaissent depuis très longtemps et lui se plaint donc de mauvais traitements, crachats, etc. Pareil, on parle de ces fameuses vidéos, notamment des vidéos de l'émir, et que donc Nasser serait courroucé par lui, par le vol de certains documents et tout. Alors l'histoire, elle est bien plus complexe que cela. On en a longuement parlé de toute cette affaire qui implique également d'autres personnes. Je ne vais pas détailler là-dessus. Mais bref, l'introduction, elle laisse un petit peu à désirer. Et ensuite, il y a le témoignage et il évoque une potentielle tentative de kidnapping, donc en plein Paris. Et là, alors, on verra ce que la justice déterminera. Nasser El-Khelaifi, évidemment, dit que tout cela est fantaisiste, que c'est Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est par exemple ces documents. Parce que Hicham Karmoussi expliquait, il y a eu plusieurs plaintes, que ce serait arrivé plusieurs fois. Et notamment, regardez ça. On parle du Peninsula, donc un palace parisien, qui donc, on essaye de lui donner rendez-vous là-bas. Un palace évidemment détenu par le Qatar en plein Paris. Ce n'est pas d'ailleurs le seul hôtel tenu par des fonds étrangers. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces documents, et ensuite, vous voyez, il y a le mail et tout, on insiste, etc. Et bien en fait, à l'époque, on s'était rendu compte que les gens n'existaient pas vraiment. Ce n'étaient pas des vraies personnes. Et en fait, qui est derrière cette opération? Alors, beaucoup parlent de Diligence, qui est une entreprise privée tenue par des anciens membres du MI5 et je crois un ancien de la CIA. Donc là, ça voudrait dire quand même, pour aller quand même plus loin, qu'une société d'intelligence privée tenue par des anciens, alors là pour le coup on peut dire barbouze, là il n'y a pas d'autre mot, tente de récupérer une personne en plein Paris en essayant de l'attirer à travers une fausse proposition d'emploi dans un palace parisien détenu par un pays étranger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de l'affaire. À l'époque, certains au club, qui étaient au courant, il y en avait très peu, parlaient « attention à ce qu'il n'y ait pas une rachogui » en plein Paris. Ce qui est plus gênant, et c'est là où en fait on aurait dû apporter cette plus-value, quid du silence français? Je veux dire, déterminer c'est vrai, c'est pas vrai, mais vu le temps que ça prend, ça se fait depuis des années. Et derrière, ce qui est assez fou, c'est que Hicham Karmoussi explique qu'il y a une personne du club qui est impliquée,
Complément d'enquête montre cette personne en la floutant en disant qu'il est au club. Tout le monde reconnaît que c'est Bob Bécédic, fameux Bob Bécédic. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on ne dit pas son nom. Officiellement, peur de diffamation, les avocats, etc. Mais dans le même temps, complément d'enquête va cleaner de manière légale d'une voix off modifiée pour dire oui, il y aurait des vidéos de l'émir. Alors sur la base légale, quand même, on fait pas mal d'investigations, je suis quand même assez surpris qu'on clean sur une voix modifiée, oui, il y aurait des vidéos de l'émir, en gros, et de l'autre côté, qu'on ne donne même pas le nom Bécédic. Et pourquoi je vous parle de Bécédic encore? C'est que faire un portrait de Nasser El Khelaifi sans parler de ses principales influences, ne pas mentionner surtout sa figure de son grand frère Khaled, et toutes les histoires sur Khaled, parce que je peux vous dire que c'est folklorique, hein. Paul McGrath, le mec des droits TV, parce que pareil, les droits TV, on va pas plus loin. Pourquoi Nasser, ce qui coûte 100, il le fait payer 200 à son pays? Pourquoi il y a toujours une société qui s'appelle Pitch? Alors ça, je vois bien. Ça, c'est si on va aller plus loin. C'est vraiment pour les spécialistes. Et puis derrière, il y a les Bécédic, la fratrie. Parce que, rappelez-vous, la société dont je vous ai parlé, avec le président de Toulouse, etc. Mais qui va représenter à un moment donné M. El Khelaifi? Ben, c'est l'un des frères Bécédic, c'est Ahmed. Or, on se rappelle toutes les autres affaires. Aujourd'hui, l'un de ses frères, Bob, il décide de plein de choses au Paris Saint-Germain. Il est super protégé également. Et puis, il y avait aussi Abdelkader, dont on pourrait lier à l'affaire Lagardère, où Nasser El Khelaifi a été mis en examen, comme je l'expliquais. À un moment donné, Abdelkader Bécédic, il devient conseiller juridique à Lagardère. Pareil à Lagardère, on peut apporter une petite plus-value à ce sujet-là. Comment on explique qu'une journaliste de Paris Match, on lui a fait comprendre que dehors, en lui donnant un chèque, et son article sur Nasser et l'entourage n'a jamais été publié? Ce que j'appelle les vrais sujets sur Nasser El Khelaifi, c'est la compromission, pour rester gentil, des élites françaises, sportives, politiques, médiatiques et autres. Et c'est les deux faces d'une même pièce quelque part, et cette impunité, elle se comprend. Et tu peux aller graduellement, avec également une impunité terrible dans le milieu du foot. C'est-à-dire, ça aurait été intéressant de montrer par exemple, mais attendez, au carré, qui est qui? Hein, intéressant. Mais les gens qu'on n'entend jamais parler, leur véritable rôle, et de faire parler les gens de son entourage, mais attendez, donc Séphérine, les relations, c'est quoi, etc. Ça aurait été très intéressant et ça aurait été très surprenant, croyez-moi. Et ensuite, tu montes progressivement, avec en même temps toujours cet angle de dire, mais pourquoi l'émir ne réclame pas des comptes? Ça ne le gêne pas qu'on dépense son argent comme ça? C'est quand même très intéressant de voir une société, de voir comment M. El Khelaifi et les gens autour deviennent obscénément riches. C'est très intéressant. On pourrait parler de Peter Lim, de plein d'autres influences, mais ça, si on va aller plus loin. Et tu termines au final avec tout l'entourage de Nasser, te demander pourquoi ces gens sont là, notamment Bourazel, toutes les affaires qui disparaissent, etc. Et te rendre compte que réellement, c'est son grand frère notamment qui ramène un peu tout l'entourage, c'est quoi leur but premier? Et pourquoi souvent tout est lié à des affaires, pour rester très gentil, de vie très privée. Donc tout ça, c'est peut-être l'angle qu'il aurait fallu, parce que tu te rends compte qu'au final, il y a énormément de voyoucratie, il y a des choses très graves sur lesquelles l'État français, du moins certains services judiciaires, pour le moment ne disent rien, où on est toujours en attente, ça fait des années que certains dossiers sont instruits vis-à-vis de ce monsieur. On rappelle aussi tout ce qui s'était passé, qu'à un moment donné on avait demandé une immunité diplomatique spéciale pour le faire. Il y aurait plein de choses à évoquer qui malheureusement sont absentes. Après, le souci évidemment, ce n'est que 52 minutes et donc on ne peut pas aborder tous les sujets. Et le trop l'ennemi du bien, donc aussi, il faut faire des choix. Donc voilà, complément d'enquête a fait tout cela. Je me suis permis d'évoquer cela avec encore une fois tout ce qui est bien. Hein. Les audios de Nasser El Khelaifi, quand il fait comprendre au majordome, non mais faut aller à doigt, avec potentiellement les raisons qu'il pourrait avoir derrière. C'est très intéressant, il y a de bonnes choses, c'est bien. Sauf qu'en effet, peut-être qu'on aurait pu aller plus loin. Il y a certaines méthodes, hein, notamment le coup de l'enregistrement. Je ne le digère tout simplement pas. Alors c'est vrai qu'en révélant ça, déjà que les portes sont souvent bien fermées en France, ça ne fera que les fermer davantage, mais bon, je suis habitué. Récemment, j'ai reçu un mail de quelqu'un de France Télé, parce que bon, ce que j'avais dit, on n'était pas très content visiblement, parce que peut-être que la liberté d'expression, elle s'arrête à la porte de France Télé. On ne peut pas mentir ou se taire par intérêt, parce que je trouve que ce serait foncièrement malhonnête, ça soit dans le football, ça soit vis-à-vis des Mbappé, vis-à-vis de Nasser, vis-à-vis de Lyon, vis-à-vis de tous les acrobates de la finance, tous les sales dossiers, etc. Mais aussi dans la profession, quand il y a des choses bien, mais qu'il y en a d'autres qui peut-être laissent à désirer et qui méritent simplement d'être expliquées. Bref, j'en ai assez dit, j'espère que ça vous permet d'y voir plus clair, et sur ce, keep the faith.